revient sur ce mini-sommet entre les États-Unis et 5 chefs d'État africains à l'initiative de Donald Trump. Un format inédit, presque un grand oral devant la première puissance mondiale, avec un protocole qui a fait grincer quelques dents côté diplomatique. Pour en parler, Seydi Kaba, journaliste et spécialiste des questions africaines. Bonsoir Seydi, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors première question, déjà, pourquoi ce sommet et pourquoi avoir choisi d'inviter que 5 chefs d'État africains au lieu de plus largement d'autres pays africains comme l'avait fait en son temps Obama ou après lui Biden? Je crois qu'on se souvient que lors de son premier mandat, Obama n'avait pas eu de sommet africain à lui. Le président Trump plutôt, Obama avait fait son sommet, mais Trump lors de son mandat n'avait pas fait. Donc il y a chez lui une volonté d'affirmer cette fois-ci l'intérêt des États-Unis sous sa présidence pour le continent africain. Et il a choisi ce format plus intimiste que d'avoir 1+54, ce format plus intimiste. Et à cet égard, je trouve un peu déplacé, peut-être injustifié, les critiques que j'ai entendues sur le président de Mauritanie. Pour moi, le caractère intimiste lui a permis même au président Ghazouani de présenter son pays, de présenter les opportunités de financement que ça donne. Et les autres chefs d'État aussi ont pu le faire parce que le format intimiste 1+5 permet d'avoir une longueur de discussion que si on faisait 1+54 où certains chefs d'État n'auraient même pas eu l'occasion de prendre la parole. Oui, un côté un peu plus bilatéral, on va Absolument. dire, et peut-être pragmatique, selon vous. Oui, je pense que quand on voit par exemple ce que le président de Mauritanie a fait, il a présenté son pays, il a présenté les opportunités, il a présenté les possibilités d'investissement que les États-Unis, je pense que c'est cette démarche-là qui est plus adaptée que 1+54 où le président que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la Turquie, où le président de hôte parle plus longtemps et les présidents africains, certains, vont répartir ces jeux sans avoir eu même l'occasion de s'exprimer. Alors, vous le savez, ce mini-sommet a été marqué par l'attitude ou les remarques méprisantes, en tout cas, certains les trouvent méprisantes sur le continent, du président Trump. À ce propos, je vous propose d'écouter ou plutôt de réécouter l'échange avec le président libérien et on en parle. And we just want to thank you so much for this opportunity. Well, thank you in such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Yes, sir. In Liberia. Yes, sir. Well, that's very interesting. That's beautiful English. Sure. I have people at this table can't speak nearly as well. Alors, Seydi, qu'avez-vous retenu en fait sur la forme déjà? Non, je crois que sur la forme. Le président Trump est coutumier du fait. On se souvient de ce qu'il a fait au président Zelensky, de ce qu'il a fait au président Macron. Je crois on peut légitimement reconnaître que certains aient pu être blessés. Mais s'il avait eu ce traitement que pour les chefs d'État africains, on peut comprendre l'émotion. C'est son habitude, il est coutumier du fait. Et je pense, quand le président des États-Unis ne semble pas savoir que le Libéria est un pays anglophone, c'est plus au président des États-Unis qu'il faut s'en prendre qu'au président du Libéria, même si, en l'occurrence, on voit que d'un point de vue protocolaire, il y a quelques erreurs. Les Américains ne connaissent pas sans doute les subtilités africaine. Alors, est-ce que selon vous, cela montre un véritable intérêt de Donald Trump pour les pays africains ou est-ce que c'est la pure communication politique face à cette inquiétude grandissante qu'a Donald Trump vis-à-vis de la Chine notamment? Non, je crois qu'il y a quand même un intérêt et il y a une démarche un peu nouvelle. D'abord, l'intérêt, c'est que le président Trump a choisi des pays. Habituellement, quand on fait un sommet avec l'Afrique, on invite l'Égypte, on invite le Nigeria, on invite l'Afrique du Sud, qui sont les mastodontes, de l'Afrique sur le continent. Absolument. Mais là, il y a une volonté pragmatique avec des pays où les États-Unis peuvent faire du business. Avant Trump, il y avait Biden qui avait le corridor, le Lobido, où les États-Unis veulent revenir pour concurrencer la Chine en matière d'accès aux ressources naturelles. Là, avec cette démarche, on voit qu'il y a un changement de paradigme, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer. On passe de l'aide au commerce. Et oui, je crois que parce que Trump est d'abord un homme d'affaires, j'ai envie de dire. Absolument. Donc il voit des opportunités économiques. En fait. Oui, tout à fait. Et moi, je crois que c'est pas mauvais. Parce que l'aide n'a pas développé l'Afrique jusqu'à présent. Donc, il faut peut-être changer de paradigme pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de deal, qu'est-ce qu'on peut faire. Et de ce point de vue,
l'enjeu pour les Africains, ce n'est pas le changement, mais c'est la capacité à dealer de façon... Vous avez vu, on a vu récemment dans les pays du Sahel, où les pays ont fait des contrats avec des multinationales, où les pays n'ont que 10% dans des sociétés. Là, il faut faire un deal équilibré, comment dire, gagnant-gagnant, 50-50, 50-50, comme disent les Américains eux-mêmes, et ça peut peut-être être plus efficace que l'aide qui n'a du tout pas aidé au développement de notre continent. Alors, doit-on parler d'une stratégie américaine face à cette avancée dont je parlais brièvement de la Chine, cette avancée réelle sur le continent de la Chine? Est-ce qu'il y a une véritable stratégie pour faire face à l'agrandissement de la Chine sur le continent africain? Oui, je crois qu'il y a cette volonté. Maintenant, il faut trouver les moyens de soutenir cette volonté. Et les Américains changent de paradigme. Avant, c'était l'AGOA, c'était le MCC. Là, ils changent de paradigme. Ils veulent faire du commerce, ils veulent faire de l'investissement. Mais la Chine a déjà une longueur d'avance. Si les États-Unis veulent rattraper la Chine, qui est le premier créancier... Depuis une vingtaine d'années déjà. Depuis une vingtaine d'années, qui est le premier investisseur, le premier créancier, il faut qu'ils investissent massivement sur le continent. Pour l'instant, on ne sent pas. Et si les États-Unis veulent rattraper la Chine sur le plan économique et sur le continent, il faut qu'ils se réengagent et il faut qu'ils le fassent de façon beaucoup plus importante, à mon avis. Pour l'instant, je ne vois pas les Américains en véritable compétiteur face à la Chine sur le continent africain. Maintenant, le fait que chacun des chefs d'État africains soit venu de manière individuelle, vraiment sans avoir un état d'esprit, j'ai envie de dire, continental, est-ce que ce n'est pas un aveu peut-être d'un échec de l'Union africaine? Oui, je pense clairement. Moi, je suis absolument d'accord avec ce postulat, que si à 54, on vient chacun présenter ses revendications face à un pays, c'est moins efficace que si on le faisait, si on avait un agenda commun. Si on avait des revendications communes, par exemple, construire les routes transsahariennes, construire des compagnies aériennes, désenclaver le continent, on peut se mettre d'accord sur un minimum de programmes communs et le présenter aux partenaires. Ça va être plus efficace que la seule fois où l'Afrique a été capable d'être entendue sur le champ international, c'est lorsqu'elle a été unie. On a vu, par exemple, à l'occasion de COP, où l'Afrique présente un même agenda, elle est efficace. Mais, vous savez, ça fait longtemps qu'on ne compte plus sur l'Union africaine. Il faut trouver un autre mécanisme, en tout cas. Pour l'Afrique, l'enjeu le plus important, c'est de pouvoir parler d'une seule voix et de pouvoir porter des revendications communes pour être entendus. Alors, quelques mots sur le fait que certains estiment que la plupart, en tout cas certains des chefs d'État africains, sont venus en fait avec un discours sur mesure qui semblait être fait pour plaire à Trump. Qu'en avez-vous pensé, notamment lorsqu'ils évoquaient le fait qu'il pourrait avoir un prix Nobel de la paix? Non, je crois que pour moi, le curseur a été mis beaucoup trop loin. Le fait, par exemple, de dire que le président américain a permis d'éviter la guerre entre l'Inde et le Pakistan, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur l'agenda international, les seuls qui peuvent parler pour être écoutés, c'est les Américains. C'est les Américains qui ont permis l'accord entre le Rwanda et la RDC. C'est eux qui ont permis, aujourd'hui, c'est eux qui vont sans doute permettre l'accord au Proche-Orient. Donc, il y a un leadership américain aujourd'hui sur le monde qui a été affirmé. Il faut travailler à ce que l'hégémonie américaine ne remplace pas le multilatéralisme. Dernière question, brièvement, derrière les discours et les images, est-ce qu'il y a eu vraiment des deals qui ont été signés, comme on a vu tout au début avec le Gabon et son gisement de potasse? Est-ce qu'il y a un véritable enjeu économique derrière? Est-ce qu'il y a eu des vrais deals? C'est ça, il y a eu des vrais deals. Et on a simplement retenu la partie avec le président. Après le président, il y a eu des bilatéraux, il y a eu des rencontres bilatérales au cours desquelles des deals ont été faits ou sont en train d'être faits. Quoi concrètement, en 2 mots? Il y a eu, par exemple, la Mauritanie a obtenu que les investisseurs américains s'intéressent à son fer, s'intéressent à ses potentialités, s'intéressent à ses ressources halieutiques. Je crois qu'il y aura un après. Merci beaucoup, Sédic, d'avoir partagé votre expertise avec nous.